Yo me desemboy un baby. Away your medicine. Away your medicine. Away your medicine. Away your medicine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Chers amis auditeurs de RDF, vous tous qui nous suivez dans vos maisons, bienvenue encore une fois. Le panel est heureux pour ce énième débat sur RDF. Oui, vous avez été nombreux de nous appeler de partout, aux États-Unis, en Belgique, en Hollande, pour agrémenter cette soirée électorale américaine et voir ses implications sur l'Afrique. Eh bien, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, RDF a été honoré par l'un de ses membres qui a eu l'occasion de faire plaisir à toute la communauté africaine à Ferrara. Et avec sa lauréat, vraiment RDF doit jeter des fleurs au docteur Wabo Franklin pour sa brillante prestation au cours de la fin de son cycle en pharmacie. Docteur Wabo, quelles sont tes impressions et comment as-tu jugé l'accueil et l'hospitalité faite par RDF? Merci, M. Obama. Je voudrais dire que ma joie était très grande le jour de ma soutenance, surtout par la présence de tous mes amis, tous mes chers qui étaient là, avec ma maman qui était là, ma tante, et je voudrais une fois de plus remercier tous ceux qui sont venus. La fête s'est très bien passée, la soutenance, toute la journée, nous nous sommes amusés. Et je profite déjà de l'instant pour m'excuser auprès de ceux qui, malencontreusement, n'ont pas pu être là ou que, malencontreusement, je n'ai pas pu éviter. Je suis vraiment désolé. Je pense à tous les membres de RDF qui n'ont pas pu être là. Et aussi, enfin, je remercie, je voudrais souligner que RDF était une partie prenante et très active pour ma soutenance. Je remercie particulièrement tous ceux qui ont participé à la conception de la vidéo, la fameuse vidéo qui a été projetée durant la soirée. Je ne voudrais pas citer les noms, mais ils se reconnaissent. Tout le staff du RDF, toute l'équipe de montage, caméraman, réalisateur, jeu de lumière et autres. Donc je peux dire ici que tranquillement et soudainement que RDF m'a soutenu pendant ces soutenances et avant, pendant aussi ces 5 années de dur labeur, la participation au débat, encore débat des RDF a été pour moi aussi très enrichissant pour ma culture générale et pour tout le reste. Une fois de plus, je dis merci et un seul mot, comme disait quelqu'un, continue. Oui, merci beaucoup, Dr. Wabo. Évidemment, vous avez pu voir, même sur toutes les séquences vidéo, vous avez noté la présence de tous les membres de RDF pour vous dire que RDF lit utile à l'agréable. Nous allons sans plus tarder passer au thème de notre émission qui est dédié à la soirée spéciale élection américaine. Et j'ai à ma droite ici, il n'est plus un homme à citer et à présenter, c'est M. Jonas Kenkia, appelé autrement sur Sarkozy. Bonsoir, Maître Dali.
Bonsoir beaucoup, docteur, les docteurs Kentia Jonas. Non, docteur, c'est pas anticipation parce que J'anticipe déjà, mais ça va aller maintenant. tu es lauréat, donc tu es en train de faire déjà ta thèse et je pense que lui ne peut plus arrêter quelqu'un qui est lauréat, comme, comme tu l'as dit. Oui, docteur Jonas. À propos de cette élection américaine, 4 ans de bilan du président Obama, comment tu juges le bilan du président Obama et quelles sont ses chances devant Mitt Romney? Ok, bonsoir. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de féliciter une fois de plus mon compagnon, mon ami, mon collègue, Pablo Franklin, qui est finalement devenu docteur en pharmacie. Je pense que c'est une fierté pour l'Afrique, pour nous-mêmes qui sommes ici à ses côtés. Et nous ne pouvons que lui souhaiter, pas qu'il trouve le travail, mais qu'il puisse créer le travail pour tous les Africains qui en ont besoin. Merci. Pour ce qui regarde les élections aux États-Unis, mon idée est simple. Je suis venu au débat, pas parce que je me suis intéressé à ces élections, un peu le débat, mais ce qui en découle, parce que je me rends compte que par rapport à l'Afrique, si ce n'est que par rapport à l'Afrique, ce débat ne peut pas évoluer parce que même durant la position stratégique, les débats sur la stratégie des États-Unis au monde, je pense que les deux candidats, personne n'a fait allusion à l'Afrique, sinon à l'Égypte parce qu'il fallait qu'il ait un peu. L'Égypte était déjà, on ne peut pas dire qu'elle contribue déjà beaucoup à l'évolution de l'Afrique, vu déjà son instabilité politique, quoi. Et, comme vous dites, Obama ne nous fait plus rêver. Moi, particulièrement, Obama ne me fait pas rêver. C'est Obama qui, 4 ans avant, nous a endormis. Et aujourd'hui, heureusement que le temps finit plus par attraper n'importe qui. Mais je pense que votre question, c'était quelles sont les chances qu'il a. Je demande comment juges-tu le bilan de ces 4 dernières années du président Obama et quelles sont ses chances au cours de cette élection contre son candidat Mitt Romney? Je dois dire que le bilan d'Obama, par rapport aux Américains, est positif. Et par rapport à l'international, pour moi, son bilan est négatif. Positif parce que avec cette force que les Américains ont pu utiliser, ils ont pu renforcer leur position en Afrique, notamment avec la chute de Kadhafi. En Côte d'Ivoire, on a même vu Obama aller jusqu'à proclamer un discours pour un peuple qui ne connaît même pas. Ça, c'est le scandale international. Et tout ça pour renforcer les positions américaines et rapporter aux populations américaines ce dont ils sont à la recherche, c'est-à-dire de l'or noir ou bien tout ce qu'ils ont besoin. Donc, pour moi, je ne suis pas surpris qu'Obama soit réélu. Vu ce bilan, il a travaillé comme tout président américain. Pour être un président américain normal durant ton mandat, tu dois faire une guerre. Et je pense que Obama n'a pas fait le contraire. Déjà, les menaces à l'extérieur contre l'Iran, contre le Proche-Orient, contre déjà l'asphyxiement de l'économie occidentale, où l'Italie est la première des conséquences, ou bien la Grèce, montre comment la politique d'Obama au niveau international a échoué. Si on s'attarde que les États-Unis restent les maîtres du monde. Mais c'est une politique qui plus ou moins a avantagé les Américains. Merci. Et merci. Quelles sont ses chances de gagner? Ses chances de gagner sont multiples. Déjà, les deux débats, c'est vrai que le premier débat a été un flop, mais les deux débats, si je m'en tiens compte aux élections américaines de toujours, celui qui a un avantage du débat à 80% des cas, tu veux gagner. Je pense que lors du deuxième débat sur sa politique internationale, il a mieux fait que Mitt Romney, et Mitt Romney a même démontré sa non-connaissance de la politique internationale. Et je crois que ça a été un moment précis pour moi de voler. Je pense aussi que même la catastrophe naturelle qui frappe les Américains ces derniers temps a été aussi une grande occasion pour Obama qui s'est déplacé plus que Romney. Et tout ça, ça marque des points ça marque des points sur la table numérique. Et je pense qu'Obama a tous ses arguments et bien parti pour gagner ces élections. Je le souhaite d'ailleurs. Oui, merci beaucoup.
Dr. Boller. Merci bien. Dr. Boller, en ce qui concerne la politique extérieure d'Obama, comment tu apprécies ces 4 dernières années, la politique extérieure d'Obama à propos de l'Afrique? Et selon toi, au regard de la crise économique qui d'abord frappe les États-Unis, est-ce que les Africains peuvent s'attendre encore à quelque chose s'il devrait y avoir un second mandat du président Obama? Merci de me faire cette question. Je salue le panel, je salue l'ensemble des téléspectateurs. Il est toujours pour moi un plaisir d'être ici présent. Pour répondre à ta question, je dirais que le bilan d'Obama par rapport à l'extérieur, pour ma part, il est assez décevant. Moi, je me rappelle que le 4 novembre 2008, moi, je n'ai presque pas dormi avec l'ensemble de mes amis, d'une grande partie de la population camerounaise pour le cas du Cameroun, et je suppose que c'était le cas dans toute l'Afrique et pour toute la race noire du monde, qui a sauté de joie lorsqu'on a proclamé Obama comme élu, comme premier président afro-américain des États-Unis. Mais pendant ces 4 ans, pour ce qui regarde particulièrement l'Afrique, nous n'avons pas échappé à un massacre en Libye, nous n'avons pas échappé à un massacre en Côte d'Ivoire. Je profite justement de cette occasion qui m'est donnée de porter une pensée, une petite prière en la mémoire de tous ces enfants innocents, de toutes ces mamans innocentes qui ont péri dans une crise, par exemple, post-électorale en Côte d'Ivoire, où il n'était que normal qu'un candidat conteste les élections. Pourquoi est-ce que, par exemple, le président Obama, par sa position de président aux États-Unis, n'a pas proposé, je prends un exemple, à ses collaborateurs de veto américains aux Nations Unies pour empêcher, par exemple, l'intervention militaire en Côte d'Ivoire, bien en Libye, dans le but, par exemple, de protéger les populations? Est-ce qu'il fallait une guerre, pour le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a plus de 3000 personnes innocentes péri, parce qu'une personne, un candidat, refusait les résultats qui d'ailleurs ont été proclamés dans un système de magouille que nous tous nous connaissons? Donc je veux dire, pour moi, comme l'a dit le président Sarkozy, la politique d'Obama, du moins moi personnellement, je n'attends rien d'Obama. D'ailleurs, pendant les 4 ans du mandat, moi je ne sais pas combien de voyages qu'il a fait en Afrique, et même s'il en avait fait, cela ne changeait rien, parce que n'oublions non plus pas que il est lié par un cordon ombilical qu'on ne peut pas couper, par l'acte de serment qu'il prête, où il jure de protéger les intérêts américains devant les hommes et devant Dieu. Donc on ne peut pas s'attendre à grand chose. Le monde est un jeu d'intérêts, il ne peut protéger que les intérêts américains. Donc, le bilan pour ma part, je peux regarder l'Afrique particulièrement, il est nul, il est très décevant d'ailleurs. Moi, je le vois ainsi. Je ne sais pas si j'ai été exhaustif à votre question, ou bien j'ai manqué quelques détails, ou bien quelques envolets. Oui, je pense que tu pourras y revenir encore plus quand nous parlerons sur Obama et l'Afrique, et ces relations qui ont été un peu tumultueuses. Et pour corroborer même la thèse, on voit même qu'au Kenya, le pays de son père, sa cote de popularité est en baisse. Docteur Wamo, passons à toi. Le candidat Mitt Romney a déclaré que si le président Obama est réélu, les États-Unis deviendront comme l'Italie. Et cela a fait un peu fâcher
bon nombre de milliers et des millions d'Italiens. Et comment tu peux réagir à ces propos? Est-ce que c'est une maladresse de Mitt Romney ou est-ce qu'il a péché par péché intellectuel en donnant ces détails? Et deuxièmement, ma question se réfère aux relations entre le président Obama et l'Afrique. Comment tu juges ces relations en te signalant qu'il a effectué qu'un seul voyage en Afrique? Merci, Maître David. Je commencerai par la deuxième question parce que je suis avec attention l'exposé de Dr Baudelaire pour dire que, comme il a dit, un peu dans son moulin, Obama n'a peut-être rien fait pour l'Afrique ou dans le monde, mais Obama, nous ne devons pas le voir comme personne, mais Obama représente les États-Unis. Les Américains ont leur fierté. Donc Obama, sa politique, tout ce qu'il peut faire, c'est défendre les intérêts des Américains. Tout le reste, toutes les promesses que certains ont pensé ou imaginé il y a 4 ans, pour moi, c'était un peu c'était de la politique. Moi, par exemple, je n'ai pas veillé, je n'avais pas suivi cette campagne politique parce que pour moi, c'est vrai, il était noir, mais il reste américain, il est là pour défendre les intérêts américains. Point. Laissons qu'il est noir et qu'il va nous aider d'ici, par-ci, par-là. Je ne voudrais pas revenir sur le débat de qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique. Pour moi, cette question même ne tient pas. Nous, qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes? Nous n'avons pas cessé de répéter ici à l'effet que l'Afrique s'en sortira d'elle-même. Les solutions pour les Africains doivent venir des propres Africains. Ça ne va pas venir de l'extérieur. Donc, ce qu'Obama fait pour l'Afrique, moi, je n'attendais rien d'Obama. Obama, au contraire, selon moi, est arrivé dans une période où l'Amérique était dans une très grande crise. Mais 4 ans après, cette crise s'est considérablement déplacée vers l'Europe. Parce que maintenant, quand nous suivons les médias, je ne dis pas qu'il n'y a plus de crise aux États-Unis, mais il y a eu une baisse sensible par rapport au vieux continent. Pour ce qui regarde Mitt Romney, je dirais, durant toute sa campagne, il a fait plusieurs gaffes. Ça, c'est une gaffe parmi tant d'autres. On se rappelle quand il est allé aux États-Unis, quand il a rencontré le Premier ministre anglais Cameron. Durant aussi une rencontre avec des militants de son parti aux États-Unis, je ne me rappelle plus très bien, avec une caméra cachée où il a affirmé qu'il n'avait pas de sympathie pour les Latinos, pour les Latinos. 45%. Oui. Ou encore quand il a caché il n'avait pas révélé ses revenus. Et à la fin, les journalistes ont réussi à publier ses revenus. Pour dire que Romney, comme tout nouveau politique, manque un peu d'expérience, il manque un peu de tact, il est encore dans ses débuts, où il n'a pas de bons conseillers, mais il va de gaffe en gaffe, si je peux dire. Donc, pour moi, selon moi, il est un coup d'essai. Un coup d'essai qui peut être un coup de maître. Mais pour moi, personnellement, avec tout ce qu'on a vu durant cette campagne, je pense qu'Obama a encore toutes ses chances de briguer un second mandat. Oui, bien, merci. Dr Wabo pense que le président Obama briguera un second mandat, mais je pense que ce sera un travail de titan car tout risque de se jouer jusqu'à l'ultime voix. Alors, passons à notre ingénieur de son qui réalise pratiquement tout ce qui est rediffué mais online, M. Zouachanovic. Docteur Wabo vient de dire que nous les Africains, nous devons compter sur nous-mêmes. Et j'ai même vu aux États-Unis un Camerounais du nom de Sam Yindi. Lui, il est ingénieur à Coca-Cola. Pratiquement, c'est lui qui a pu relever encore Coca-Cola. Et lui, il est de l'île au Cameroun. Et quand on lui a demandé quelles sont ses réalisations pour l'Afrique, il a investi beaucoup dans l'immobilier, dans les parcs touristiques animés. Selon toi,
est-ce que la diaspora africaine qui se trouve aux États-Unis, qu'elle peut-elle faire pour contribuer au développement de l'Afrique, pour apporter un plus à cette Afrique qui crie, qui souffre? Merci bien pour la question. Et ma deuxième question, comme tout le monde a eu deux questions, il y a au moins 60 millions d'Américains qui recourent à ce qu'on nous appelle bon pour manger. Et quand les Africains voient ça, est-ce qu'ils doivent désespérer ou se dire qu'eux, ils ne sont pas du tout dans cette affaire, qu'en travaillant aussi, ils peuvent faire même plus que les États-Unis? Est-ce que cela ne doit pas faire réfléchir les Africains où on leur présente l'Amérique sous forme d'un paradis? Merci, bonsoir à tous et bienvenue sur EDF. Alors, pour ce qui est de la première question, parlant de la diaspora africaine, américaine, il n'est pas possible de dire, parce qu'il n'existe pas une méthode pour développer un pays, comme beaucoup de personnes ont l'habitude de dire. Moi, selon dans mon mode de pensée, il n'existe pas un mode de développement. Il existe plusieurs modes de développement et à chaque pays de trouver le sien. L'apport de la diaspora africaine, américaine, moi je ne la connais pas assez parce que le continent américain n'est pas quand même tout près de l'Afrique. Et malgré tout cela, elle est moins bruyante, la diaspora américaine, que la diaspora européenne que nous sommes. Elle fait moins de bruit, elle est plus, je ne sais pas, moi je la connais point. Elle est un peu silencieuse en fait, cette diaspora, parce que quand on côtoie quand on est au pays et qu'on côtoie des Européens, des gens qui viennent d'Europe, on appelle les linguistes, on est plus en contact avec ceux qui viennent de l'Europe, qui sont plus bruyants, qui font plus de bruit, plus de tapage. Les Américains, ils sont plus, ceux qui viennent des États-Unis, sont plus, moins, ils sont visibles, on ne les ressent même pas, on ne les sent pas, ils sont là, ils sont silencieux, ils sont tranquilles, et à la fin, on ne ressent pas ce qu'ils font passer, ça ne parle pas. Leur fait ne parle pas, ils ne font pas de tapage, donc je ne saurais dire quelle est leur relation vraiment réelle. Ce monsieur, le docteur de la Coca-Cola que tu me donnes l'information. Samedi, je connais point, tu me C'est sur RFI? Non, je prends comme une donnée fiable, je m'arrête, je me fais des commentaires sur ça, qui dit avoir un investissement immobilier, c'est une solution qu'il a trouvée. Moi, je prenais l'exemple simplement, je prends l'exemple de l'Italie, qui est un pays exemple que nous ferons mieux tous les jours d'étudier, de réétudier bien comme cet exemple de ce pays qui s'est développé grâce à sa diaspora, qui vit aujourd'hui beaucoup plus grâce à ce qui a l'image de la diaspora. Je ne parle pas d'Italie de l'Empire romain d'avant, je parle d'Italie que nous vivons aujourd'hui, cette Italie nouvelle. C'est une diaspora qui était forte, qui allait dans le monde entier, qui a souffert, qui a été traitée, qui a été marginalisée, qui a été discriminée, qui s'est relevée, qui a dit non, moi je vais rentrer chez moi je vais rentrer chez moi aussi avoir un peu de respect, je vais rentrer chez moi pour créer un peu un espace où j'aurai le respect. Et ils l'ont fait. Et je ne sais pas si j'essaie de répondre à la question, parce que si je me suis perdu, tu m'arrêtes comme ça, parce que je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, tu es en train de parler. Donc tu dis que cette diaspora américaine fait moins de... cette diaspora ce qu'elle fait, américaine, on ne sait pas ce qu'elle fait, parce qu'elle fait moins de bruit. Et il est difficile d'évaluer l'impact de leurs apports. De leurs actions. De leurs apports sur le territoire. J'ai parlé récemment avec un ami qui est dans l'état de Michigan, je crois, si je me rappelle bien, moi je ne connais pas très bien les états. Il me disait des éléments que, par rapport à la question des débats de ce jour, moi je demandais pour un peu m'informer, mais qu'est-ce que vous faites finalement? Il m'a dit non, lui comme il est docteur, il a étudié médecine, il a fait son master, il a fait un master 1. Alors il m'expliquait qu'ils ont une association dans sa ville, de Camerounais, qui étudie la même chose que lui. Et des fois, tout récemment, ils ont eu une réunion bizarrement, un truc coïncide souvent dans la vie, où il parlait justement de ça. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait porter des microscopes. C'est-à-dire demander des microscopes vieux dans les hôpitaux, là où ils font des stages, toutes ces choses-là, ils travaillent, pour pouvoir les mettre en Afrique. Des petits appareils, des techniques comme ça. Et heureusement, moi j'ai dit heureusement, parce qu'on a parlé longtemps, et puis heureusement, quelqu'un parmi eux a dit, mais ça sert à quoi de porter ce microscope? Ça sert à quoi de dire à quelqu'un qui est malade, tu ne peux pas le soigner? Pourquoi ça sert de mettre quelqu'un dans les problèmes? Quelqu'un qui hier n'avait pas de problème, il vivait sa vie tranquillement sa maladie sans savoir qu'elle est malade. Une personne qui est malade ne sait pas qu'elle est malade. Toi, tu lui dis qu'elle est malade, sans apporter toutefois la solution pour guérir sa maladie. À la fin, si on n'a pas en train de faire une erreur grave, si on est en train de commettre une erreur grave là, si on n'est pas prêt en fait, il m'a essayé de me faire comprendre un peu le débat que la dernière fois par rapport à un projet que quelqu'un va apporter, qui n'est pas mauvais en soi.
Toutefois, et moi je lui dis, je lui ai posé une truc que vraiment, les amis, moi je pense que nous, on doit seulement rentrer dans l'agriculture. Parce que qui mange bien, vit bien. Ce que j'ai dit pour un peu faire une parenthèse, pour ma propre contribution à l'heure, pour dire qu'il a fait voir le discours là-bas, il faut qu'il propose un peu ça, disant même que ça vient de l'Europe. Alors, je me suis rendu compte qu'ils font des choses, qu'ils se regroupent, et c'est important. Je me suis rendu compte que, malgré le fait que nous, ici, et comme tu as dit, il vient de Limé, la majeure partie de la diaspora, et mon ami, c'est un ami du centre, avec qui j'ai grandi à Yaoundé, mais la majeure partie de la diaspora africaine, camerounaise particulièrement, que je suis camerounais, toi tu pourras dire du Congo, et l'autre pourra dire du Togo, quand il arrivera le président Yako. La majeure partie de la diaspora africaine, américaine, du Cameroun, vient de la partie anglophone, la majeure partie. C'est peut-être évident, on va dire, mais moi je trouve que ce soit évident. Donc c'est difficile de savoir, parce que moi je suis vraiment encore à Yaoundé, je répète. Et toutes ces personnes qui rentrent à Yaoundé, de l'Europe font du bruit, on disait au début, mais de l'Amérique, on ne sait pas ce qu'ils font, ils sont très tranquilles, ils ne font pas de bruit, ils sont relax, ils ne font pas de bruit. Alors maintenant, par rapport au deuxième volet de la question que tu m'as posée, qui était à savoir, excuse-moi, Non, j'ai dit ce soit ma mémoire un peu à terre. J'ai dit, il y a 23 millions d'Américains. Si, qui prend les bons, qui vivent de bons. 23 millions d'abord qui n'ont pas un emploi fixe. Si. Et 60 millions d'Américains qui vivent avec des bons pour aller manger. Et l'Africain voit cette réalité, ne doit-il pas se dire qu'il n'est pas dans un enfer comme on lui fait toujours croire. Mais en travaillant, il peut réussir à faire un miracle comme certains pays comme le Brésil, la Chine et la Russie. C'est ça que je voudrais savoir. J'aimerais dire deux choses. Excusez-moi, je suis blanc, les gars, ça c'est mon idée, je suis toujours là quand je parle. 60 millions d'Américains qui vivent de manière précaire. J'ai dit comme ça à Caso, j'ai dit comme ça, comme ça. 20 millions d'Américains qui vivent de bons alimentaires, c'est-à-dire à qui l'État donne des bons pour aller manger dans des restaurants, etc. Mais qui vivent quand même aux États-Unis, qui vivent à New York, qui sillonnent Broadway, qui sillonnent des rues de New York, par exemple. N'oublions pas ça. Il y a des pauvres à Baganté et des pauvres à New York. C'est-à-dire, c'est deux choses différentes, deux réalités différentes. Moi, j'étais petit, je me rappelle, on disait souvent, un gars disait que mieux vivre dans la rue de New York, dormir sous les ponts de New York, que de vivre à l'hôtel Montfébé. Mais ce monsieur qui n'a pas tellement tout à son niveau. C'est-à-dire, je ne peux pas me placer à la place de ce monsieur pour le conseiller de faire ce qu'il ne peut pas faire. C'est pour ça que je reviens sur le problème du développement personnel. Nous, ici, quand nous sommes souvent ici, nous avons la facilité de dire que en Europe, il y a des routes, il y a des ponts, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi il n'y a pas ça chez nous? Innovation. Deuxième chose, ce matin, on en parlait avec, je pense, toi ou je ne sais plus qui disait que nous, on ne veut pas, on veut copier la mentalité. On dit que notre mode de faire, pour ne pas dire culture, est différent de celle européenne. C'est ce qu'on dit tout le temps. Mais nous voulons que ce que les Européens chez eux, qu'il y ait cela chez nous. Sans avoir la même mentalité de ce qu'ils ont chez eux. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais pour dire ceci, on veut le feu et l'eau en même temps. On ne sait pas ce qu'on veut, on a mis chemin, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il dit le développement que nous doit avoir doit être lié à notre mode de faire, pour ne pas dire notre culture. Alors, notre mode de faire, s'il est, parce que je peux répondre à tellement de critiques contre ce système dans lequel nous sommes venus étudier, dans lequel nous sommes venus vivre. Mais on est toujours en train de le critiquer tout le temps. Et le suivant, on a toujours, pour anticiper sur on parle de quoi ce soit, on a toujours raison. Merci, Président. Je pense qu'avec ça, j'aurais fini pour répondre à la question. 60 millions d'Américains qui vivent de faim, qui vivent de bon. Ce n'est pas ça l'essentiel. Et la liberté, c'est ça. Si quelqu'un veut vivre sous le pont à New York, non, pas sur le pont, avec des ponts. Avec des ponts, c'est ça. C'est juste ça veut dire que tu es un clochard. Ça veut dire que tu vis comme un clochard. C'est ça, parce que quelqu'un qui fait des ponts, c'est quelqu'un qui dort pour la nuit, parce que c'est ça la réalité. La nuit, il n'a pas de maison pour dormir, il est sans domicile fixe. La nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des espaces, des camps ouverts la nuit au niveau des lits. Les gens dorment le matin, se réveillent, ils doivent sortir. Il y en a, il y a ça en Italie, il y a ça dans toute l'Europe. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de maison, en hiver, parce qu'ils risquent de mourir de froid. On les ouvre des terrains de basket, des terrains, des camps, des terrains couverts, réchauffés. On met des lits au sol et là ils dorment la nuit, le matin, ils doivent se lever, aller tourner dans la ville, aller utiliser le bon, etc. et revenir manger après. Donc je pense que c'est ça qui ne veut pas, qui devrait un peu essayer de. Je pense que c'est ça que nous ne pouvons point dire. Pourquoi ça va pas on peut dire, on est des fois. Donc tout ceci pour dire que les gens vivent dans la rue à New York, qui vivent de bon, qui vivent mal, qui sont sans domicile fixe,
Pour certaines gens, c'est préférable que de vivre à Yaoundé, dans la liberté, dans la forêt, dans nos arbres, manger des fruits. Mais c'est un choix de vie. Mais si nous, qui sommes ici, nous pensons que ce choix ne nous convient pas, que nous voulons rentrer chez nous, au ici, ça dépend de chacun, tout à chacun. Ceux qui pensent pouvoir rentrer, pouvoir donner le son, ou pouvoir apporter leur pioche pour faire ce champ, il faut travailler. Oui, merci bien, nos chers téléspectateurs, panélistes, vous qui nous suivez sur Twitter, Facebook, durant cette émission consacrée aux élections américaines et à son impact sur la politique africaine. Oui, nous venons de recevoir sur notre plateau le président Yako, président de la STOF, et nous te saluons. Bonsoir. Bonsoir. Dans l'entrée de jeu, nous avons tous noté que l'Afrique n'a pas été présente au cours des deux débats entre Mitt Romney et le président Obama. Est-ce que nous pouvons dire que maintenant, l'Afrique n'intéresse plus l'Amérique, ou carrément il y a des enjeux géostratégiques avec des nouveaux acteurs comme la Chine et l'Inde qui partisent avec l'Afrique et l'Amérique prend du recul et il y a de ce coup un recul du leadership américain au cours de ce 21e siècle. Et deuxièmement, comment la crise économique peut influer sur les résultats du mardi 6 novembre entre Barack Obama et Mitt Romney. Merci le panel. Excusez le retard, ceci est indépendant de ma volonté. Concernant la première question, je vais aller droit au but. Et si l'Afrique est présente dans le débat américain en ce qui concerne les élections présidentielles, je dirais bien oui, même si, que ce soit les républicains ou les démocrates, essayent en quelques mots d'esquiver le sujet. Nous nous souvenons très récemment que M. Romney a essayé d'évoquer avec une très grande maladresse le cas libyen et l'attentat survenu en Libye. Cette maladresse a influencé beaucoup sur l'offensive républicaine qui a tout de suite essayé, avec grande retenue, de ne plus aborder les sujets qui regardent l'Afrique. Du côté des démocrates, nous pouvons faire une analyse très objective de la situation au Maghreb. Nous savons très bien que l'Amérique, géostratégiquement parlant, en Afrique est plus représentée au Maghreb. Mais les événements du printemps arabe cherchent à redessiner pratiquement la carte géostratégique au niveau du Maghreb avec la diminution de l'influence américaine dans cette partie de l'Afrique. Les démocrates ainsi, avec beaucoup d'attention, essayent de ne pas amener le débat sur cette plateforme qui pourrait être pour eux un préjudice, étant donné que les républicains pourront profiter du sujet pour accuser les démocrates de ne pas accentuer le leadership américain dans cette partie du globe. En plus, nous sommes en période cruciale de crise économique et financière. Et les deux candidats avaient donc choisi, c'est-à-dire qu'une autre plateforme, autre que l'Afrique, afin d'exprimer tous leurs atouts et attirer vers eux beaucoup d'indécis américains, parce que nous savons qu'il y a encore une grande partie d'Américains qui sont indécis. C'est ainsi qu'ils ont choisi l'ennemi américain sur le plan, l'ennemi pour dire sur le plan économique américain qui est la Chine. Donc le débat s'est plutôt penché, surtout financièrement et économiquement, vers la Chine et vers l'Orient. Pour les Européens, l'Afrique n'est pas la seule absente, hein, parce que les Américains, même au lendemain du deuxième débat, ils sont fait des exclamations disant que mais l'Europe aussi n'est pas présente dans le débat américain. Est-ce pour autant dire que l'Europe n'est pas important pour les Américains? Je dis non. Les Américains ont plus maintenant, c'est-à-dire qu'en plus, et je pense que ça c'est avec beaucoup d'objectivité,
C'est-à-dire qu'essayer d'aborder les points chauds, les sujets importants du moment. Ça, c'est ma réponse à la première question. En ce qui concerne la deuxième question, et si vous voulez bien me Comment la crise économique peut-elle influer sur les élections de ce mardi 6 novembre? En effet, d'entrée de jeu, les républicains s'étaient tout de suite lancés dans la bataille, évoquant le grand taux de chômage qu'il y a eu en Amérique, aux États-Unis, et croyaient ainsi pouvoir enfoncer d'un seul coup les démocrates et leur président élu. Mais c'est sans compter avec les démocrates, qui aussi ont joué beaucoup. Aujourd'hui même, je lisais sur Internet beaucoup de commentaires, l'offensive démocrate en ce qui concerne le chômage, l'évolution même sociale au niveau. Nous rappelons très bien la fameuse loi sur la santé. Dans le social, il y a eu une poussée vraiment au niveau que les démocrates ont établi. Entre parenthèses, nous pouvons évoquer le cas de l'Obamaphone. Je ne sais pas si vous savez le contexte de l'Obamaphone. Comme dit le sujet, ce n'est pas un séminaire, mais c'est tout un contexte. L'Obamaphone, qui va attirer beaucoup de la population, c'est-à-dire que des ghettos, de la population de basse revenu, parce qu'ils bénéficient d'un système américain fait justement pour les sortir un peu de leurs conditions, les aidant activement dans la recherche du travail. Parce que les démocrates, dans ce moment difficile, essayent plutôt de se mettre du côté des victimes et essayent de se mettre du côté des chercheurs d'emploi. Donc c'est ainsi qu'on verra les démocrates, c'est-à-dire que se mettre activement, c'est-à-dire qu'accompagnant, disons, tout Américain qui se met à la recherche de l'emploi. Les Américains, financièrement, la crise économique et la crise financière actuelle influencera, mais de chaque côté, les dés sont jetés, tout le monde utilise ses atouts. Le dernier sondage devait sortir d'ici quelques heures sur le taux de chômage, et que ce soit les républicains ou bien les démocrates, tout le monde est sur le qui-vive pour la sortie de ces derniers sondages qui peut, dit-on, peut vraiment influencer sur le résultat final. Merci bien, Président. Et encore, donc, les derniers sondages pourront influencer sur le résultat final. Je passe à un homme sage, Dr. Boiler. Est-ce que nous n'assistons pas à un déclin de l'Amérique en suivant ce que le président Ayako a dit? Et surtout, nous voyons aussi que la Chine achète de plus en plus la dette européenne. La Chine investit plus en Afrique. Et c'est la même Chine encore qui détient aussi une grande partie de la dette, ou la moitié de la dette américaine. Selon toi, ce 21e siècle n'est pas un siècle de la Chine, ou c'est un siècle du déclin de l'Amérique? Merci pour la question. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que ce siècle peut être le siècle du déclin de l'Amérique. Parce que, comme vous savez, si je vais prendre un exemple terre à terre, en classe, par exemple, c'est le plus faible qui fait souvent plus l'effort. Le plus fort, très souvent, se réveille parce qu'il se rend compte qu'à un moment donné, même parfois, le plus faible l'a dépassé. C'est une logique simple. Dans les États-Unis, il y a longtemps, étaient au premier plan du monde, même aujourd'hui, ils sont au premier plan du monde. Ce serait un peu endormi. Parce que pour être à ce premier plan du monde, aurait probablement résolu certaines équations, établi certains plans. Or, le plus faible, ou bien du moins des concurrents, appelons ainsi, les concurrents vont maintenant se servir très probablement de ces équations, de ces plans-là, voir à quel niveau est-ce qu'ils peuvent créer des petits trous au niveau de ces plans. Or, le fort, lui, il a une logique, lui, il est supérieur,
il est en train d'aller en avant, alors que celui qui est derrière, il est en train de chercher à le rattraper, même pourquoi pas le dépasser. Donc on ne peut pas parler de déclin, ce n'est qu'une phase normale de l'évolution normale d'un système. Les États-Unis ils sont prévenus, ils sont encore prévenus. La Chine les menace, c'est vrai, mais la menace n'est qu'un fait réel, n'est qu'un fait normal. Donc on ne peut pas dire que c'est un déclin, ce sera peut-être difficile, mais nous ne pouvons pas d'emblée dire que ce sera le déclin ou non. La guerre sera rude, au vainqueur de gagner. Oui, comme dit bien l'adage natais, ouais, oui, malheur, malheur au vaincu. Alors nous passons la parole à mon ami de droite, M. Sarkozy Jeunesse. Oui. De droite. Monsieur Kenya Jonas. Et si nous nous réveillons le matin du 7 novembre avec la victoire de M. Mitrouni, tu penses que ce dernier aura une politique agressive envers l'Afrique? Ou peut-être que ça sera une politique négligente, c'est-à-dire c'est une partie du continent qui ne va pas l'intéresser, il va privilégier ses relations avec l'Asie. Et la deuxième question, tu ne penses pas que l'Europe est considérée par certains Américains comme déjà un continent dépassé au regard de sa démographie, au regard de ses problèmes économiques? Et selon toi, en ce 21e siècle, est-ce qu'il n'y aura pas un mariage Afrique-Asie et voir les États-Unis se recroqueviller sur elles-mêmes? Que penses-tu? Ok, disons que c'est des 3 questions, j'espère que... Non, 2 questions. J'espère que beaucoup J'ai dit première question, si Mitrouni remportait les élections, quelle sera sa politique? Tu crains ou bien ça sera une politique négligente? La deuxième question, c'est le 21e siècle, ça sera un mariage Afrique-Asie où l'Europe perd du terrain et l'Amérique qui se replie en elle-même? C'est 2 questions simples. Alors, Mitt Romney, c'est-à-dire déjà le 7, on dit Mitt Romney, président des États-Unis, quel lien avec l'Afrique? Je pense qu'il faut d'abord regarder tout ce que les ex-présidents républicains, le rapport qu'ils ont eu avec l'Afrique. Et je parle, selon mes connaissances, l'unique position où les Américains ont beaucoup influencé en Afrique a été en Somalie. Avec les républicains, la position a toujours été maintenue. Et je pense que les républicains, comme nous savons, ont vu accentuer leur lutte depuis les dégâts du 11 septembre contre le terrorisme, contre tout ce qui estime l'extrémisme islamiste. Et au vu de tout cela, je pense que nous sommes vainqueurs. Moi, je suis déjà très sûr, nous sommes vainqueurs, ça veut dire un mois après, on bombarde l'Iran. Et peut-être ce sera une guerre qu'on ne sait pas. Ça veut dire que la guerre qu'il veut faire au Mali, si les djihadistes ne capitulent pas, ça veut dire que là, c'est là où ça pourrait intéresser les Américains. Sinon, en ce qui regarde la pauvreté des Africains, comme le disaient ces multinationales, ou bien en ce qui regarde la position de l'Afrique, je pense que nous, même en caméra cachée, l'a dit que son problème, il s'en fout des pauvres. Donc, moi, Mironé, dans sa politique, je dirais, cherchera à utiliser l'Afrique stratégiquement comme une position, surtout pour contrer la Chine, qui, savons, détient beaucoup de ses dettes et est en train d'investir en Afrique. Parce que si la Chine investit beaucoup en Afrique, ça veut dire que ça pourra déjà à un moment donné être comme la loi peut être commutative, c'est-à-dire que si A doit à B et B doit à C, alors A doit successivement à A, ça veut dire que les États-Unis ils risqueront de se retrouver de rembourser les dettes, pas à la Chine, mais
à l'Afrique. Il suffit de faire évoluer un pays africain parce qu'il paie les dettes américaines, comme vous le savez très bien. Et un mariage Asie-Chine, moi je pense que c'est plutôt une question très intéressante. Et voyons que ce qui se passe actuellement dans le monde étonne beaucoup les Occidentaux. Et si moi je le dis, tout à l'heure, ça fait depuis 3 jours que je vois beaucoup de commentaires sur i3. Je pense qu'ils font des commentaires, les gens l'Afrique n'a rien à manger. Mais ils font des commentaires pour montrer déjà comment un système à l'africain est mieux, comment déjà dans le pays du Sahel, les gens veulent bien manger du poisson tous les jours. Vous savez ce que ça veut dire. J'ai un documentaire dans une télévision européenne et dit que les gens dans quelque part mangent du poisson tous les jours. Je pense que ça, c'est une prise de conscience déjà de l'Italie qui, un mois avant, diffusait un documentaire pour montrer la même base de la France sur certains pays africains. Ça devient l'impasse de l'Union européenne. Je reviens pour dire, c'est là où les Américains le voient comme un pays dépassé. C'est-à-dire que si l'Italie déjà, c'est passé un pays, et si l'État de Los Angeles fait un documentaire contre l'État, je ne sais pas, du Mississippi, ça veut dire qu'il y a une fracture. Si l'Italie fait un documentaire contre la France, dans cette chose, nous devons simplement comprendre que l'Union européenne en réalité est dans l'impasse. Non, c'était pour répondre à la question sur est-ce que les Américains ne pensent pas que l'Union soit un pays vieux. Déjà, les investissements de la Chine de 2000 à aujourd'hui ont simplement doublé. Je ne veux pas citer au Congo. Kabila est en train de tourner le dos à Hollande. Au prochain sommet de la francophonie, nous avons vu. Hollande et les Français utilisaient tous les droits de l'homme à faire chez BA. Oui, mais ça se voit sur le terrain en RDC qu'il y a plus de Chinois en RDC plus qu'en fait, il n'y a que l'Angola qui rivalise la population chinoise en Afrique. Et les investissements chinois, les barrages, ne font qu'augmenter. Et ça, c'est bien une preuve de ce mariage. Je n'ai pas cité du Cameroun, où les Chinois vont, par exemple, électrifier déjà tous les villages. Et avec la chinois, on va passer du numérique, c'est-à-dire que ceux qui vont. Bon, disons que pour le moment, c'est ce qui va se passer. Mais parlons de ce qui s'est déjà passé. Et selon ma vision personnelle, la Chine a investi en 10 ans ce que la mère, le maître, ce que Jean-Marc Foucault appelle le maître, n'a pas pu faire en plus de 500 ans. Et je pense qu'il est temps aux Africains d'arrêter de se mettre à genoux devant le maître, croyant que ça va tomber du ciel, mais d'accepter les Chinois comme un coopérant et d'avancer de la façon la plus sûre. Et ce mariage sera consommé de façon très fructueuse, nous aussi, amis de nos parce que dans le mariage, ça dépend du régime avec lequel on se marie. Si nous voulons nous marier dans ce rapport Chine-Afrique, l'Afrique veut être la femme, il n'y a pas de problème. La Chine va demander sur elle. Et si l'Afrique veut bien se parler, alors chacun va gérer ses biens et à un moment donné, nous tous aurons les résultats. Merci. Ah. Merci bien pour votre brillante intervention et qui consacre un peu la révolution de la jeunesse africaine au cours de ce 21e siècle. En tout cas, tous nos sincères félicitations, M. Jonas Kenya, pour ta brillante intervention. Maintenant, nous passons au docteur Wabou. Je voudrais que tu me parles dans des volets, parce que le Maghreb a été bouleversé. Et on voit la montée de l'intégralisme. L'Égypte change de position. La Tunisie et l'Algérie, tous ces pays-là semblent un peu bouder maintenant aussi les Occidentaux et les Américains. Selon toi, ça aura un impact sur la géopolitique américaine, sur la marche du monde, ou ça pourra bouleverser les données? Parce que n'oublie pas, à côté, il y a les meilleurs alliés des États-Unis qui est Israël. Et deuxièmement,
Docteur Bonner parlait que c'est à nous et le président Ayako, c'est à nous-mêmes de nous prendre en charge. Mais on a beaucoup de scientifiques, on a des grands hommes de talent. Je connais même un Congolais qui a au moins 7 doctorats aux États-Unis. Mais pourquoi jusqu'à présent nous ne voyons pas cet impact-là? On a des Africains à la NASA, dans tous les centres spatiaux, dans des banques. Mais pourquoi jusqu'à présent en Afrique, on ne touche pas cet impact-là? Dans les Maghreb et surtout nos chercheurs africains, nous voulons vraiment que l'Afrique puisse être aussi le berceau de la science. Mais qu'est-ce qui fait défaut que nos fils africains en Amérique n'arrivent pas à impactiser sur la technologie en Afrique? Deux questions. Merci, Maître Dali. Pour ce qui regarde la première question sur les pays du Maghreb, j'aimerais dire, tôt ou tard, comme on dit, on se réveille. Nous avons eu il y a 1 an la révolution, le printemps arabe, qui a été, on le dit entre guillemets, orchestré par les pays occidentaux avec les Américains, et ça donne ce que ça a donné. Mais nous savons tous que le fond de cette révolution était de prendre le contrôle de ces pays du Maghreb, disons un peu récalcitrants. Mais les choses entre-temps aussi ont peu évolué, et les Maghrébiens, les musulmans aussi, comme on dit, c'est des têtes chaudes, c'est des têtes testacales, en italien. Donc, progressivement, ils sont en train ces pays qui avaient ce lien avec les Américains sont en train de couper le cordon, parce que n'oublions pas, c'est des pays assez riches, des pays qui sont riches c'est des pays stratégiques, ce sont des pays dans des zones, pays proches d'Israël, proches de l'Asie, c'est des pays où les Américains ont beaucoup de bases militaires et autres. Donc, ils ont pris conscience, selon moi, de l'importance qu'ils ont. Et ils se sont dit, bon, ça va, on va plus se laisser manipuler comme auparavant. Donc, moi, je pense qu'aussi, pour les Américains, cette période aussi un peu... C'est aussi un peu une période un peu dandine, un peu, parce que les Arabes aussi sont en train de se réveiller, les Chinois attaquent l'Afrique, les Européens aussi, l'Europe aussi, le vieux continent est en chute. Donc, pour moi, les Américains aussi ont intérêt actuellement à mettre un peu l'œil sur ces pays maghrébiens qui, pour dire, sont en train de se réveiller. Pour ce qui regarde les chercheurs, les scientifiques africains, tous ceux qui sont sur la diaspora, qui sont à l'extérieur, en Amérique, je citerai le professeur Simo qui est à la NASA, entre autres. Je dirais, nous, les Noirs, les Noirs, la race noire, nous avons une intelligence, selon moi. Nous sommes, pour les conditions dans lesquelles nous vivons, nous avons une capacité, nous sommes très forts, nous avons une capacité de nous développer, de travailler, d'arriver au succès. Donc tous ces chercheurs, tous ces professeurs qui sont à l'extérieur, c'est des gens qui ont grandi dans les mêmes conditions que nous, qui sont battus et qui sont arrivés où ils sont actuellement. La question qui se pose, c'est pourquoi ils ne reviennent pas, pourquoi ils ne travaillent pas dans leur pays? Est-ce qu'il y a les conditions pour le faire? C'est ça, est-ce qu'il y a les conditions? On ne voit pas quelqu'un qui a travaillé, qui a suivi un cursus dans un pays de l'Occident, avec toutes les conditions, puis dans un laboratoire, il y a tout le matériel. On ne peut pas lui demander de revenir dans son pays sans qu'il y ait le minimum. Je veux dire, c'est ça. Est-ce que les conditions sont réunies? Toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Je vais vous prendre l'exemple d'une personne que je connais qui est allée au Cameroun avec une équipe de médecins. Ils devaient faire des opérations. Dans un hôpital, dans un hôpital de Yaoundé. Et durant l'opération, on devait faire une anesthésie. Le chirurgien devait opérer et c'était une anesthésie de 2 heures.
anesthésie de 2 heures. Mais au moment de faire la chirurgie, il manquait, disons, il manquait un bistouri de 10 cm, il manquait un bistouri de 15 cm. Donc, on lui demandait de faire un bistouri de 30 cm. Donc, il manquait le matériel à tout dire. Donc, nous sommes passés d'une anesthésie de 2 à une anesthésie de 8 heures de temps, parce qu'il n'y avait pas le matériel. Pour dire ceci, tous ces chercheurs, selon moi, chacun aime son pays, on dirait mieux que chez soi. Mais si les conditions ne sont pas encore réunies, je trouve assez difficile que ces personnes aient l'envie de venir. Et les conditions, nous pouvons les avoir. Nous avons tout, nous pouvons les avoir. Tu vois très souvent les présidents africains aller à l'extérieur se soigner. Construire un hôpital, c'est rien. Je vais dire, d'abord, comme je l'ai dit au départ, mettons les conditions nécessaires pour mieux vivre, pour se développer, et on reste suivant. Nous avons des têtes pensantes dehors, tous ici, hein. Nous sommes tous des penseurs. Nous avons beaucoup pour apporter à notre pays. Mais les conditions, il doit y avoir, selon moi, un minimum pour que tout ceci revienne. Merci. Oui, merci bien. Numéro 1, les conditions doivent être réunies, mais c'est l'homme lui-même qui crée ces conditions-là. N'oublions pas qu'Israël est sur une terre désertique, mais Israël arrive à exporter les maïs et tout, et Israël est même parmi les grands pays exportateurs au monde. Donc, si vous attendez que toutes les conditions soient réunies, n'oublions pas que la nature est toujours imparfaite et l'homme ne sera jamais satisfait. Donc, pour Israël, c'est un exemple éloquent pour nous, Africains, un pays toujours attaqué, un pays où les conditions n'ont pas de ressources minérales, mais avec leur tête, avec des projets, ils réussissent aujourd'hui à épater les mondes. Mais je voudrais pas vous couper, Maître Dadi, mais peut-être je n'ai pas été assez clair. Quand je dis conditions, nous avons les têtes pensantes. Nous avons les ressources. Mais nous ne pouvons pas venir, une personne ne peut pas venir de l'extérieur dans un système qui n'est pas encore, qui ne s'est pas encore développé pour accepter ces changements. On ne peut rien changer, nous, arrivant, en rentrant. Déjà, sur place, il doit faire quelque chose pour montrer qu'il veut le changement. Je vais te Dr. Poller, parce que tu as un retard d'une question sur les autres. Les autres entament déjà la deuxième partie, donc on reviendra. Ça appuie un peu ses propos. Moi, je voudrais lui poser une question et étayer cela par un exemple pratique. Un chercheur avait 10 000 € en Europe ou en Amérique. Arrivé au Congo, on lui propose, je ne sais pas, 500 €. Mais pour l'amour de son pays, il préfère laisser tout et il vient travailler dans son pays. Et il n'a pas toutes les conditions, mais même avec la bougie, dans ces conditions-là, par le patriotisme, il revient parce qu'il s'est dit il faut un coup de pouce à l'Afrique. Oui. Tu ne vois pas que ce sont des exemples encourageants, au lieu d'attendre que pratiquement nous ayons tous les matériaux qui ne viendront d'ailleurs jamais, tous ces matériaux, toutes ces conditions. Maître Dadi, c'est un bon exemple, de patriotisme. On pourra dire tout ce qu'on veut, ce patriotisme. Mais si moi, médecin, docteur Baudelaire, je rentre dans mon pays, je prends 50 000 francs, mais je fais une opération, pendant l'opération, on coupe le courant, les patients meurent, je ne pense pas que mon patriotisme, mon retour dans mon pays aura aidé. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que Franquet a tort dans ce qu'il dit. Hein. Je ne pense ce qu'il pas. dit, c'est pas qu'il a tort. Moi, je pense qu'il faut qu'on le comprenne, par exemple. Non, attends, laisse-les parler. Donc, ce que tu dis, c'est... Je ne dis pas qu'il est tort, mais il voudrait faire passer un message aux jeunes Africains, c'est ça? Ce que tu dis aussi, il faut encourager, c'est vrai, c'est une très bonne chose. Moi, je serais pas les initiatives à toutes les sortes. c'est une très bonne chose de rentrer et de renoncer à, entre guillemets, le confort qu'on a à l'extérieur de venir. Mais cet effort pourrait rester vain, pourrait être une balle, comme on dit, une balle en l'air, si sur place, quelque chose n'est pas fait. Quelque chose doit être fait, selon moi. Non, j'aimerais... Attends, je t'interromps là.